La lumière froide d'une réglette LED se reflétait sur le linoléum maculé de sang. Il était 23h48, un mercredi 14 novembre. Dehors, le Mistral soufflait à 70 km/h, sifflant à travers les interstices des fenêtres, et la température avait chuté à 8 degrés. L'air était un mélange âcre de bétadine, de sang et de cette odeur métallique de poudre qui allait bientôt tout envahir. J était au sol, la jambe en miettes, fixant le canon du SIG Sauer du docteur. Lui ne me regardait même pas, continuant de suturer la poitrine de mon ennemi mortel. C'est à cet instant précis que j'ai compris. Nous venions de signer notre propre arrêt de mort. Ceci n'est pas un film. C'est le genre d'histoire qui pousse la DGSI à mettre ton téléphone sur écoute pour le reste de ta vie. Alors écoute bien. Avant que l'algorithme de État ne signale cette vidéo et ne la supprime, lâche ton like et partage. Tu sais très bien comment ils fonctionnent dans ces quartiers, comment la vérité les dérange. En faisant ça, tu ne soutiens pas juste une chaîne, tu archives une pièce à conviction, une leçon payée avec du sang et des années de prison. C'est un dossier confidentiel et ta participation le protège. Maintenant que tu as renforcé le canal, on peut y aller. Rembobinons, juste 2 heures avant que l'enfer ne se déchaîne. 2 heures avant que notre arrogance de petit roi de quartier ne se heurte à un prédateur d'un tout autre niveau. On était sur le toit d'un HLM de la Castellane, se sentant invincibles, les maîtres de Marseille. On ne savait pas encore qu'on allait descendre de notre trône pour aller directement à l'abattoir, comme des agneaux qui se prennent pour des loups. L'équipe, C était la famille, mon Kanga. Il y avait Sofiane, le pilote, capable de faire passer une Audi RS6 volée dans une ruelle plus étroite que lui. Puis Karim, le colosse, 1,90 m pour 100 kg de muscles secs, un ancien videur qui frappait avant de réfléchir. Et moi, Yanis, la hyène, le cerveau. À 22 ans, J était le chef d'équipe pour la DZ Mafia, un nom qui commençait à peser lourd dans les quartiers nord. On se sentait intouchable, une jeune garde destinée à prendre le pouvoir. Notre sentiment de toute puissance était alimenté par la routine du succès. Chaque plan, chaque braquage, chaque livraison se déroulait sans accroc. L'argent coulait à flot, assez pour flamber en chicha de luxe, en bouteilles de Grey Goose et en survêtements Lacoste neuf chaque semaine. On était les rois de notre cité, des exemples pour les plus jeunes, la fierté des anciens. Cette invincibilité, C, était notre drogue la plus dure, bien plus que la résine qu'on vendait sur nos points de deal. Ce soir-là, l'opération était née de l'ennui et de la cupidité. Un indique endetté jusqu'au cou nous avait vendu le plan. Un cabinet de kiné ouvert 24h24, une façade. Le toubib qui le tenait était soi-disant plein aux as, avec un coffre rempli de cash, de médicaments chers et de kétamine. C'est un plan facile, les mecs. La nuit, c'est vide. C'est du gâteau. Ces mots résonnaient comme une promesse de gloire facile, une occasion de plus de prouver notre supériorité. L'armement était à la hauteur de notre ego. J'avais ma Kalachnikov Zastava M70, une relique des guerres des Balkans, avec sa crosse en bois rayé et du ruban adhésif noir maintenant fermement le chargeur. Karim avait un fusil à pompe, franchi Space 12, une bête intimidante. Sofiane, lui, préférait la discrétion d'un Glock 19. On était équipés pour une guerre, pas pour un simple braquage. On se voyait comme des opérateurs, des soldats du crime, pas comme les petits voyous qu'on était. Notre véhicule d'approche était un Peugeot 3008 gris foncé, volé la semaine précédente. Un choix délibéré, une voiture de père de famille, passe-partout, qui n'attirerait jamais l'œil de la BAC. À l'intérieur, l'odeur du plastique neuf se mêlait à celle, plus âcre, de la fumée de cigarette et de notre propre adrénaline. Chaque détail du plan avait été pensé pour l'efficacité, pour une entrée et une sortie rapide, propre, une opération chirurgicale, comme on aimait dire. La motivation profonde, au-delà de l'argent, c'était de marquer notre territoire. La DZ Mafia était en pleine expansion, et chaque action réussie renforçait notre réputation. Prendre ce cabinet, ça c'était plus qu'un simple vol. C'était un message envoyé à la concurrence, aux autres clans. C'était dire « Marseille nous appartient, même les endroits que vous croyez neutres ». C'était une démonstration de force, une affirmation de notre domination sur le milieu. L'orgueil était notre véritable carburant. Il était 23h30 quand le 3008 s'est garé au coin d'une rue transversale à l'avenue Saint-Antoine. Le quartier était plongé dans un silence presque total.
seulement brisée par les rafales du Mistral. La clinique, Kiné Santé 13, avait une façade d'une banalité affligeante. Seule l'enseigne verte de la pharmacie voisine, clignotant de manière intermittente, projetait une lumière fantomatique sur le trottoir. L'endroit semblait endormi, vulnérable, une proie parfaite qui nous attendait. Nous avons observé la cible pendant 10 longues minutes. Rien. Pas un mouvement, pas une lumière qui s'allume ou s'éteint. L'endroit semblait mort. C'est là que nous avons commis notre erreur fatale. Dans la ruelle adjacente, un Mercedes classe 5 noir aux vitres teintées était garé. On l'a vu, bien sûr, mais dans notre arrogance, on a simplement supposé que C était le véhicule d'un résident du quartier. Une voiture de luxe dans une zone pareille, ça aurait dû nous alerter. Mais on était trop sûrs de nous. Le plan était simple, presque insultant de facilité. Karim et Sofiane entreraient par la porte principale, qui, selon notre indique, n'était jamais vraiment verrouillée. Karim neutraliserait le médecin. Sofiane irait directement au coffre dans l'arrière-salle. Moi, je resterais en couverture à l'entrée, ma calage prête à dissuader tout héros potentiel. 5 minutes, pas plus. Une opération propre, rapide, sans bavure. On se voyait déjà compter les billets. Notre progression tactique vers la porte était celle de prédateurs confiants. On se déplaçait à pas feutrés, collant au mur, profitant de chaque zone d'ombre. On communiquait par simples gestes de la main, des protocoles qu'on avait vus dans des films et adaptés à notre réalité. On se sentait comme une unité d'élite, une force inarrêtable. La peur, était pour les autres, pour les civils, pour nos victimes. Nous, on était de l'autre côté du fusil. La certitude que ce serait facile était absolue. Était palpable dans l'air entre nous. On souriait même en échangeant un dernier regard avant d'entrer. On avait déjà fait des dizaines de coups comme celui-ci, des plans bien plus risqués, contre des cibles bien mieux protégées. Un médecin dans une clinique de quartier? Était une blague, une petite distraction lucrative avant de retourner célébrer notre génie sur le toit de la cité. Le clic de la porte qui s'ouvre. C'est Sofiane qui pousse doucement. L'intérieur est faiblement éclairé, stérile. Une forte odeur de désinfectant nous prend à la gorge, une odeur propre, médicale, qui contraste violemment avec notre intention. On avance en silence sur le sol en linoléum. Au fond d'une salle de traitement, on le voit. Le docteur Laurent, de dos, penché sur une table d'opération, entièrement concentré sur le patient qui y est allongé. On pénètre dans la pièce. Nos mouvements sont fluides et agressifs. Je lève ma zastava, le canon pointé droit sur sa silhouette en blouse bleue. L'acier froid de l'arme est un prolongement de ma volonté. C'est le moment où le pouvoir change de camp, où la peur s'installe chez la victime. C'est ce que je crois, à cet instant. Je suis le maître du jeu, le chef d'orchestre d'une symphonie de terreur qui ne fait que commencer. C'est un braco, bouge pas, le toubib. Les mains sur la tête ou tu finis à la morgue avec ton client. Ma voix est dure, sans appel. C'est une phrase que j'ai répétée des dizaines de fois, une formule qui n'a jamais échoué à paralyser de peur n'importe qui. Je m'attends à le voir sursauter, trembler, supplier. Mais rien de tout ça ne se produit. Sa réaction est la première anomalie, le premier grain de sable dans notre mécanique parfaitement huilée. Sans même se retourner, d'une voix aussi froide que le Mistral qui souffle dehors, il répond « Client, non » et faites silence. Je termine une suture artérielle. Sa voix est calme, posée, dénuée de la moindre trace de panique. C'est la voix d'un homme au contrôle total de son environnement, un homme qui n'est absolument pas impressionné. Si je rate mon geste, il se vide de son sang en moins de 3 minutes. Cette phrase, ce n'est pas une supplique, c'est un ordre. C'est là que je ressens le premier frisson, pas de peur mais de doute. Une sensation glaciale qui remonte le long de ma colonne vertébrale. Quelque chose ne colle pas. Sa posture, le ton de sa voix, son absence totale de réaction face à 3 hommes lourdement armés. Un médecin normal serait terrorisé. Lui, il semble presque agacé par notre interruption, comme si nous étions des mouches bruyantes venues perturber son travail. Mon regard se déplace de son dos vers le patient sur la table. L'homme tourne lentement la tête vers nous. Son visage est tuméfié, couvert de sang, mais même à travers les ecchymoses, je reconnais ses yeux. Des yeux que je n'oublierai jamais. Ce sont les yeux de le Corse, le bras droit du chef du clan Yoda, l'homme qui a personnellement ordonné l'exécution de mon cousin l'année dernière pour une histoire de territoire. Mon sang se glace dans mes veines. Une vague de terreur pure et glaciale submerge instantanément mon arrogance. On n'est pas dans une simple clinique de kiné.
On est dans un bloc opératoire clandestin, un territoire neutre utilisé par le milieu. Et le patient sous le scalpel de ce médecin n'est pas un civil. C'est l'un des hommes les plus dangereux de Marseille. On n'a pas mis les pieds dans un plan facile, on a sauté à pieds joints dans le nid du diable. Le détail visuel qui achève de me pétrifier, c'est la main du docteur. Tandis qu'il parle, sa main gauche reste parfaitement immobile sur le patient, mais je remarque un léger mouvement de son pied droit, sous la table. Un mouvement discret, presque imperceptible. C'est un détail qui ne signifie rien pour un esprit non averti, mais dans notre monde, un mouvement suspect est souvent le prélude à une violence extrême. Mon instinct hurle que nous sommes tombés dans un piège. Je veux crier à mes hommes de se replier, de sortir d'ici, mais les mots restent coincés dans ma gorge. La peur a pris le contrôle. Sofiane, lui, n'a rien vu. Aveuglé par la cupidité, il se dirige déjà vers la porte de l'arrière-salle où se trouve le coffre. Karim, le colosse, reste figé, sentant lui aussi que l'atmosphère a changé, que la dynamique du pouvoir vient de s'inverser de manière brutale et silencieuse. Le docteur Laurent termine son point de suture. Il coupe le fil avec une précision chirurgicale. Puis, dans un seul mouvement d'une fluidité terrifiante, sa main lâche les ciseaux sur le plateau en métal et plonge sous sa blouse. Le son métallique des ciseaux qui tombent est immédiatement couvert par une détonation sourde et puissante. Il n'a même pas visé, il a tiré à travers sa propre blouse. L'explosion de violence est technique, clinique, impitoyable. Le premier tir de son SIG Sauer P226 n'est pas pour moi, le leader qui le menace directement. C'est un tir de précision, calculé, qui traverse la pièce et frappe Sofiane en pleine poitrine, juste au moment où il atteignait la porte du fond. Le son de la 9 mm dans cet espace confiné est un coup de tonnerre qui nous assourdit et brise la tension en 1000 morceaux. Sofiane s'effondre sans un cri, un trou net dans son survêtement. Avant même que je puisse comprendre ce qui se passe, avant que mon doigt puisse même se crisper sur la détente de ma Kalachnikov, la porte de derrière, celle de la ruelle, explose. Elle est défoncée d'un coup de bélier. 4 ombres massives se déversent dans la clinique. Ce sont les hommes du Mercedes classe 5, les hommes du clan Yoda. Ils ne crient pas, ils ne préviennent pas. Ils ouvrent le feu instantanément, un déluge de plomb coordonné. Le chaos est total, mais c'est un chaos organisé. Ils se déplacent avec une discipline militaire, 2 prenant les angles, 1 couvrant le docteur, le 4e avançant droit sur nous. Je vois les flammes sortir des canons de leur Glock et d'un fusil d'assaut compact. Karim, mon colosse, tente de lever son Spas 12, mais il est fauché par une rafale qui le projette en arrière contre un mur. Son corps est secoué de spasmes avant de s'immobiliser. La transition de chasseur à proie est la chose la plus violente et la plus rapide que j'ai jamais vécue. Il y a 30 secondes, J était le prédateur, le maître des lieux. Maintenant, je suis la cible. Un lapin pris dans les phares d'une voiture. Je tente de riposter, de faire pivoter ma Zastava vers les assaillants, mais c'est trop tard. Une décharge de fusil à pompe me frappe à la jambe droite. La douleur est fulgurante, absolue. C'est comme si un éclair avait frappé mon os. Je m'effondre au sol en hurlant, ma Kalachnikov glissant de mes mains. Mon fémur a volé en éclats. La douleur est si intense qu'elle efface tout le reste. Je ne vois plus que des flashs, des ombres qui bougent. J'entends des détonations qui semblent venir de très loin. Le massacre entier, depuis le premier tir du docteur jusqu'à ma chute, n'a pas duré plus de 30 secondes. 30 secondes pour anéantir mon équipe, ma fierté et mon avenir. Le docteur Laurent, le prédateur, n'a pas bougé de sa place. Il n'a tiré qu'une seule balle, la plus importante. Il a simplement appuyé sur son pédalier de panique silencieux. Activant son assurance-vie, est l'équipe de sécurité de son patient. Il était l'appât, mais aussi le chef d'orchestre de notre exécution. Il n'était pas la cible, il était le gardien du temple, et nous venions de commettre le sacrilège ultime en essayant de le profaner. Mes partenaires gisent dans des flaques de sang qui s'étendent rapidement sur le linoléum blanc. Leurs yeux sont ouverts, vides, fixant le plafond avec une surprise éternelle. L'odeur de la poudre a maintenant complètement chassé celle du désinfectant. C'est une odeur de mort, âcre et définitive. Les hommes du clan Yoda se déplacent calmement, vérifiant les corps d'un coup de pied professionnel pour s'assurer qu'il n'y a plus de menace. Puis, le silence. Un silence lourd, pesant, seulement troublé par mes propres gémissements de douleur. Les 4 hommes en noir se tournent vers le docteur Laurent, attendant leurs ordres. Il a déjà repris son travail, comme si de rien n'était.
ajustant le pansement sur la poitrine de Le Corse. C'est lui, le vrai patron ici. Pas par la violence directe, mais par l'autorité, par le respect qu'il impose. Il leur fait un signe de tête. Sa voix toujours aussi dénuée d'émotion. « Nettoyez-moi ça ». Il désigne les corps de mes amis. Et celui-là. Son regard se pose enfin sur moi, gisant au sol. Un regard vide, clinique, comme s'il analysait un spécimen. « Laissez-le en vie. Le patron va apprécier le cadeau. » Cette phrase scelle mon destin. La mort aurait été une miséricorde. La survie, entre leurs mains, sera une torture. L'humiliation commence. 2 des hommes me saisissent par les bras et me traînent sur le sol, ma jambe brisée hurlant à chaque centimètre. Je laisse une longue traînée de sang derrière moi, la marque de ma défaite. L'un d'eux s'arrête, pose son pied sur ma main et m'arrache ma chaîne en or du cou, le symbole de ma réussite passée. Il la poche sans un mot. Je ne suis plus un caïd. Je suis un butin de guerre. On me jette dans le coffre du Mercedes Classe Kang comme un vulgaire sac de déchets. L'obscurité se fait, et l'odeur de moisi et de métal froid remplit mes narines. La dernière chose que je vois avant que le coffre ne se referme, c'est la lumière crue de la clinique qui s'éloigne. Une scène de théâtre macabre où j'ai joué le rôle du bouffon. La lourde porte claque me plongeant dans le noir total. C'est la fin de Yanis la hyène. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, je vous parle depuis ma cellule du centre pénitentiaire des Baumettes. Ma jambe droite, ils ne l'ont pas sauvée. On me l'a amputée sous le genou. Avant de me livrer à la police, le clan Yoda m'a gardé pendant des semaines. Ils ont pris leur temps. Chaque jour était une nouvelle leçon sur la douleur et la peur. J'ai payé mon erreur bien avant que le juge ne prononce ma sentence de 20 ans de réclusion. En prison, je suis un pointu, un paria. L'histoire de notre plan foireux s'est répandue comme une traînée de poudre dans le milieu. J'ai apporté l'ennemi au cœur d'un sanctuaire. Ma propre organisation, la DZ Mafia, m'a renié, me considérant comme un incapable qui a attiré les ennuis. Je vis chaque jour sous la menace, sachant qu'un contrat peut être posé sur ma tête à tout moment, soit par les Yoda, soit par les miens. Le Corse a survécu, bien sûr, grâce au talent du docteur Laurent. Avec notre chute et celle d'autres rivaux, il a consolidé son pouvoir et est devenu l'un des barons de la drogue les plus puissants de Marseille, contrôlant une partie du port. Il est au sommet de la chaîne alimentaire. Mes amis, Karim et Sofiane, ne sont que des noms gravés sur des pierres tombales que plus personne ne visite. Leur ambition est morte avec eux sur ce sol en linoléum. Et le docteur Laurent, il est devenu une légende, une entité presque mythique. On dit qu'il a quitté Marseille et qu'il opère maintenant depuis une clinique privée de luxe sur la Côte d'Azur, déguisée en spa. Il y traiterait des mafieux corses, des oligarques russes, le gratin du crime international. Il est resté l'ange de la mort, le seul homme capable de réunir des ennemis mortels dans la même salle d'attente, unis par leurs besoins de son expertise unique. Dans la cité, on apprend qu'il y a les keufs et les voleurs. C'est simple, binaire. Dans le crime, on apprend qu'il y a une hiérarchie. Il y a les soldats, les lieutenants, les boss. Mais ce que j'ai appris cette nuit-là de la pire des manières, c'est qu'au-dessus de tout ça, il y a des règles, des institutions. Et je n'ai pas juste enfreint une règle. J'ai tiré sur l'institution elle-même. J'ai sous-estimé le prédateur silencieux qui se cachait derrière une façade de proie facile. La lumière froide d'une réglette LED se reflétait sur le linoléum maculé de sang. Il était 23h48, un mercredi 14 novembre. Dehors, le Mistral soufflait à 70 km/h, sifflant à travers les interstices des fenêtres, et la température avait chuté à 8 degrés. L'air était un mélange âcre de bétadine, de sang et de cette odeur métallique de poudre qui allait bientôt tout envahir. J'y étais au sol, la jambe en miettes, fixant le canon du SIG Sauer du docteur. Lui ne me regardait même pas, continuant de suturer la poitrine de mon ennemi mortel. C'est à cet instant précis que j'ai compris. Nous venions de signer notre propre arrêt de mort. Ceci n'est pas un film. C'est le genre d'histoire qui pousse la DGSI à mettre ton téléphone sur écoute pour le reste de ta vie. Alors écoute bien. Avant que l'algorithme de l'État ne signale cette vidéo et ne la supprime, lâche ton like et partage. Tu sais très bien comment ils fonctionnent dans ces quartiers, comment la vérité les dérange. En faisant ça, tu ne soutiens pas juste une chaîne. Tu archives une pièce à conviction, une leçon payée avec du sang et des années de prison.
C'est un dossier confidentiel et ta participation le protège. Maintenant que tu as renforcé le canal, on peut y aller. Rembobinons. Juste 2 heures avant que l'enfer ne se déchaîne. 2 heures avant que notre arrogance de petit roi de quartier ne se heurte à un prédateur d'un tout autre niveau. On était sur le toit d'un HLM de la Castellane, se sentant invincibles, les maîtres de Marseille. On ne savait pas encore qu'on allait descendre de notre trône pour aller directement à l'abattoir, comme des agneaux qui se prennent pour des loups. L équipe, C était la famille. Mon Kanga. Il y avait Sofiane, le pilote, capable de faire passer une Audi RS6 volée dans une ruelle plus étroite que lui. Puis Karim, le colosse, un cacralabrandi pour 100 kilos de muscles secs, un ancien videur qui frappait avant de réfléchir. Et moi, Yanis, la hyène, le cerveau. À 22 ans, J était le chef des équipes pour la DZ Mafia, un nom qui commençait à peser lourd dans les quartiers nord. On se sentait intouchable, une jeune garde destinée à prendre le pouvoir. Notre sentiment de toute puissance était alimenté par la routine du succès. Chaque plan, chaque braquage, chaque livraison se déroulait sans accroc. L'argent coulait à flot, assez pour flamber en chicha de luxe, en bouteilles de Grey Goose et en survêtements Lacoste neuf chaque semaine. On était les rois de notre cité, des exemples pour les plus jeunes, la fierté des anciens. Cette invincibilité, C, était notre drogue la plus dure, bien plus que la résine qu'on vendait sur nos points de deal. Ce soir-là, l'opération était née de l'ennui et de la cupidité. Un indique endetté jusqu'au cou nous avait vendu le plan. Un cabinet de kiné ouvert 24h24, une façade. Le toubib qui le tenait était soi-disant plein d'ausace, avec un coffre rempli de cash, de médicaments chers et de kétamine. C'est un plan facile, les mecs. La nuit, c'est vide. C'est du gâteau. Ces mots résonnaient comme une promesse de gloire facile, une occasion de plus de prouver notre supériorité. L'armement était à la hauteur de notre ego. J'avais ma Kalachnikov Zastava M70, une relique des guerres des Balkans, avec sa crosse en bois rayé et du ruban adhésif noir maintenant fermement le chargeur. Karim avait un fusil à pompe, franchi Spas 12, une bête intimidante. Sofiane, lui, préférait la discrétion d'un Glock 19. On était équipés pour une guerre, pas pour un simple braquage. On se voyait comme des opérateurs, des soldats du crime, pas comme les petits voyous qu'on était. Notre véhicule d'approche était un Peugeot 3008 gris foncé, volé la semaine précédente. Un choix délibéré, une voiture de père de famille, passe-partout, qui n'attirerait jamais l'œil de la BAC. À l'intérieur, l'odeur du plastique neuf se mêlait à celle, plus âcre, de la fumée de cigarette et de notre propre adrénaline. Chaque détail du plan avait été pensé pour l'efficacité, pour une entrée et une sortie rapide, propre, une opération chirurgicale, comme on aimait dire. La motivation profonde, au-delà de l'argent, c'était de marquer notre territoire. La DZ Mafia était en pleine expansion, et chaque action réussie renforçait notre réputation. Prendre ce cabinet, ça c'était plus qu'un simple vol. C'était un message envoyé à la concurrence aux autres clans. C'était dire « Marseille nous appartient, même les endroits que vous croyez neutres ». C'était une démonstration de force, une affirmation de notre domination sur le milieu. L'orgueil était notre véritable carburant. Il était 23h30 quand le 3008 s'est garé au coin d'une rue transversale à l'avenue Saint-Antoine. Le quartier était plongé dans un silence presque total, seulement brisé par les rafales du Mistral. La clinique, Kiné Santé 13, avait une façade d'une banalité affligeante. Seule l'enseigne verte de la pharmacie voisine, clignotant de manière intermittente, projetait une lumière fantomatique sur le trottoir. L'endroit semblait endormi, vulnérable, une proie parfaite qui nous attendait patiemment. Nous avons observé la cible pendant 10 longues minutes depuis l'habitacle. Rien, pas un mouvement, pas une lumière qui s'allume ou s'éteint. L'endroit semblait mort. C'est là que nous avons commis notre erreur fatale. Dans la ruelle adjacente, un Mercedes classe 4 noir aux vitres teintées était garé. On l'a vu, bien sûr, mais dans notre arrogance, on a simplement supposé que C était le véhicule d'un résident du quartier. Une voiture de luxe ici, ça aurait dû nous alerter. Le plan était simple, presque insultant de facilité. Karim et Sofiane entreraient par la porte principale, qui, selon notre indicane, était jamais vraiment verrouillée. Karim neutraliserait le médecin. Sofiane irait directement au coffre dans l'arrière-salle. Moi,
Je resterai en couverture à l'entrée, ma calage prête à dissuader tout héros potentiel. 5 minutes, pas plus. Une opération propre, rapide, sans bavure. On se voyait déjà compter les billets sur le chemin du retour. Notre progression tactique vers la porte était celle de prédateurs confiants. On se déplaçait à pas feutrés, collant au mur, profitant de chaque zone d'ombre pour avancer sans être vu. On communiquait par simples gestes de la main, des protocoles qu'on avait vus dans des films de guerre et adaptés à notre réalité de la rue. On se sentait comme une unité d'élite, une force inarrêtable. La peur, était pour les autres, pour les civils, pour nos victimes. La certitude que ce serait facile était absolue. Était palpable dans l'air entre nous, une électricité de confiance. On souriait même en échangeant un dernier regard avant d'entrer. On avait déjà fait des dizaines de coups comme celui-ci, des plans bien plus risqués, contre des cibles bien mieux protégées. Un simple médecin dans une clinique de quartier. Était une blague. Une petite distraction lucrative avant de retourner célébrer notre génie sur le toit de la cité. Le clic de la porte qui s'ouvre. C'est Sofiane qui pousse doucement. L'intérieur est faiblement éclairé, stérile. Une forte odeur de désinfectant nous prend à la gorge, une odeur propre, médicale, qui contraste violemment avec notre intention de tout salir. On avance en silence sur le sol en linoléum. Au fond d'une salle de traitement, on le voit, le docteur Laurent. De dos, penché sur une table d'opération, entièrement concentré sur le patient qui y est allongé. On pénètre dans la pièce. Nos mouvements sont fluides et agressifs. Je lève ma Zastava, le canon pointé droit sur sa silhouette en blouse bleue. L'acier froid de l'arme est un prolongement de ma volonté. C'est le moment où le pouvoir change de camp, où la peur s'installe chez la victime. C'est ce que je crois à cet instant. Je suis le maître du jeu, le chef d'orchestre d'une symphonie de terreur qui ne fait que commencer. C'est un braco. Bouge pas, le toubib. Les mains sur la tête ou tu finis à la morgue avec ton client. Ma voix est dure, sans appel. C'est une phrase que j'ai répétée des dizaines de fois. Une formule qui n'a jamais échoué à paralyser de peur n'importe qui. Je m'attends à le voir sursauter, trembler, supplier pour sa vie. Mais rien de tout ça ne se produit. Sa réaction est la première anomalie, le premier grain de sable dans notre mécanique parfaitement huilée. Sans même se retourner, d'une voix aussi froide que le Mistral qui souffle dehors, il répond « Client, non », et faites silence. Je termine une suture artérielle. Sa voix est calme, posée, dénuée de la moindre trace de panique. C'est la voix d'un homme au contrôle total de son environnement, un homme qui n'est absolument pas impressionné. Si je rate mon geste, il se vide de son sang en moins de 3 minutes. Cette phrase, ce n'est pas une supplique, c'est un ordre. C'est là que je ressens le premier frisson. Pas de peur, mais de doute. Une sensation glaciale qui remonte le long de ma colonne vertébrale. Vous comprenez? Ce n'est pas normal. Un homme avec un canon de Kalachnikov pointé sur lui ne parle pas comme ça. Sa posture, le ton de sa voix, son absence totale de réaction face à 3 hommes lourdement armés. Un médecin normal serait terrorisé. Lui, il semble presque agacé par notre interruption, comme si nous étions des mouches bruyantes. Mon regard se déplace de son dos vers le patient sur la table d'opération. Je cherche une explication, un indice qui pourrait justifier cette confiance anormale. Tout semble professionnel, trop professionnel. Les instruments sont alignés avec une précision militaire sur un plateau en acier. Le moniteur cardiaque émet un bip régulier et calme. L'atmosphère n'est pas celle d'une clinique de quartier, mais d'un bloc opératoire de haute volée. Et cette propreté clinique commence à m'étouffer. Puis, l'homme sur la table tourne lentement la tête vers nous. Son visage est tuméfié, couvert de sang séché, mais même à travers les ecchymoses. Je reconnais ses yeux. Des yeux que je n'oublierai jamais. Ce sont les yeux de Le Corse, le bras droit du chef du clan Yoda, l'homme qui a personnellement ordonné l'exécution de mon cousin l'année dernière. Pour une histoire de territoire à la Savine, le monde s'arrête de tourner. Mon sang se glace dans mes veines. Une vague de terreur pure et glaciale submerge instantanément mon arrogance. On n'est pas dans une simple clinique de kiné. On est dans un bloc opératoire clandestin, un territoire neutre utilisé par le milieu. Et le patient sous le scalpel de ce médecin n'est pas un civil. C'est l'un des hommes les plus dangereux de Marseille. On n'a pas mis les pieds dans un plan facile. On a sauté à pieds joints dans le nid du diable. Le détail visuel qui achève de me pétrifier, c'est la main du docteur. Tandis qu'il parle, sa main gauche reste parfaitement immobile sur le patient. Mais je remarque un léger mouvement de son pied droit, sous la table.
Un mouvement discret, presque imperceptible. C'est un détail qui ne signifie rien pour un esprit non averti, mais dans notre monde, un mouvement suspect est souvent le prélude à une violence extrême. Mon instinct hurle que nous sommes tombés dans un piège. Je veux crier à mes hommes de se replier, de sortir d'ici immédiatement, mais les mots restent coincés dans ma gorge. La peur a pris le contrôle. Sofiane, lui, n'a rien vu. Aveuglé par la cupidité, il se dirige déjà vers la porte de l'arrière-salle, où il pense que se trouve le coffre. Karim, le colosse, reste figé, sentant lui aussi que l'atmosphère a changé, que la dynamique du pouvoir vient de s'inverser de manière brutale et silencieuse. Le silence est devenu une menace. Le docteur Laurent termine son point de suture. Il coupe le fil avec une précision chirurgicale. Puis, dans un seul mouvement d'une fluidité terrifiante, sa main lâche les ciseaux sur le plateau en métal et plonge sous sa blouse. Le son métallique des ciseaux qui tombent est immédiatement couvert par une détonation sourde et puissante. Il n'a même pas visé. Il a tiré à travers sa propre blouse, un geste d'une efficacité glaciale qui défiait toute logique. L'explosion de violence est technique, clinique, impitoyable. Le premier tir de son SIG Sauer P226 n'est pas pour moi, le leader qui le menace directement. C'est un tir de précision, calculé, qui traverse la pièce et frappe Sofiane en pleine poitrine, juste au moment où il atteignait la porte du fond. Le son de la 9 mm dans cet espace confiné est un coup de tonnerre qui nous assourdit et brise la tension en 1000 morceaux. Sofiane s'effondre sans un cri, un trou net dans son survêtement. Avant même que je puisse comprendre ce qui se passe, avant que mon doigt puisse même se crisper sur la détente de ma Kalachnikov, la porte de derrière, celle de la ruelle, explose. Elle est défoncée d'un coup de bélier. 4 ombres massives se déversent dans la clinique. Ce sont les hommes du Mercedes classe 5, les hommes du clan Yoda. Ils ne crient pas, ils ne préviennent pas. Ils ouvrent le feu instantanément, un déluge de plomb coordonné qui déchire l'air. Le chaos est total, mais c'est un chaos organisé. Ils se déplacent avec une discipline militaire, 2 prenant les angles, 1 couvrant le docteur, le 4e avançant droit sur nous. Je vois les flammes sortir des canons de leur Glock et d'un fusil d'assaut compact. Karim, mon colosse, tente de lever son Spaz 12, mais il est fauché par une rafale qui le projette en arrière contre un mur. Son corps est secoué de spasmes, avant de s'immobiliser dans une posture grotesque. La transition de chasseur à proie est la chose la plus violente et la plus rapide que j'ai jamais vécue. Tu crois être le loup. Tu crois que ton arme fait de toi le maître du jeu. 30 secondes. C'est le temps qu'il a fallu pour que je comprenne que nous n'étions que des agneaux qui avaient eu l'audace de frapper à la porte de l'abattoir. Mon arrogance s'est évaporée, remplacée par une terreur pure, primale, celle de l'animal piégé. Je tente de riposter, de faire pivoter ma Zastava vers les assaillants, mais c'est trop tard. Mon monde devient une douleur blanche et aveuglante. Une décharge de fusil à pompe me frappe à la jambe droite. La douleur est fulgurante, absolue. C'est comme si un éclair avait frappé mon os, le pulvérisant. Je m'effondre au sol en hurlant, ma Kalachnikov glissant de mes mains moites, son métal soudainement inutile et étranger. Au sol, la scène se déroule au ralenti. L'odeur de poudre a maintenant complètement chassé celle du désinfectant. C'est une odeur de mort, âcre et définitive, qui se mélange au parfum métallique de notre propre sang. Le massacre entier, depuis le premier tir du docteur jusqu'à ma chute, n'a pas duré plus de 30 secondes. 30 secondes pour anéantir mon équipe, ma fierté et mon avenir. C'est ça, la vraie justice du milieu. Le docteur Laurent, le prédateur, n'a pas bougé de sa place. Il n'a tiré qu'une seule balle, la plus importante. Il a simplement appuyé sur son pédalier de panique silencieux, activant son assurance-vie et l'équipe de sécurité de son patient. Il était l'appât, mais aussi le chef d'orchestre de notre exécution. Inna n'était pas la cible, il était le gardien du temple, et nous venions de commettre le sacrilège ultime en essayant de le profaner. Mes partenaires gisent dans des flaques de sang qui s'étendent rapidement sur le linoléum blanc. Leurs yeux sont ouverts, vides, fixant le plafond avec une surprise éternelle. Les hommes du clan Yoda se déplacent calmement, vérifiant les corps d'un coup de pied professionnel pour s'assurer qu'il n'y a plus de menace. Le silence qui s'installe est plus terrifiant que les coups de feu. C'est le silence de la faim, le silence du jugement. Le silence qui a suivi les détonations était plus assourdissant que le bruit lui-même. Un silence de cathédrale profanée, lourd et poisseux. L'odeur de poudre, âcre et métallique, avait complètement effacé celle de l'antiseptique,
s'accrochant à mes vêtements et à ma gorge. Les hommes du clan Yoda se déplaçaient sans un mot, avec une efficacité glaçante, vérifiant d'un coup de pied professionnel les corps inertes de Karim et Sofiane. Leurs visages étaient des masques de concentration, sans haine ni joie, juste du travail. Le docteur Laurent, lui, était retourné à sa table d'opération, comme s'il venait de chasser une mouche. Il ajustait le pansement sur la poitrine du Corse, son geste toujours aussi précis. Puis, sans même se retourner, il a désigné les corps de mes amis d'un signe de tête. « Nettoyez-moi ça ». Sa voix était un scalpel. Et celui-là. Son regard clinique s'est enfin posé sur moi, gisant dans mon propre sang. Laissez-le en vie. Le patron va apprécier le cadeau. L'humiliation a commencé. 2 des hommes m'ont attrapé par les bras, me traînant sur le linoléum comme un sac de viande. Ma jambe brisée hurlait une agonie pure à chaque centimètre, laissant une longue traînée rouge vif derrière moi, la signature de ma défaite. L'un d'eux a posé sa botte sur ma main et m'a arraché ma chaîne en or du cou, le symbole de mon statut, de ma fierté. Il l'a empoché sans un mot. Je n'étais plus rien. On m'a jeté dans le coffre du Mercedes classe 5 comme un vulgaire déchet. L'obscurité m'a enveloppé, totale et froide. L'odeur de moisi et de métal froid a rempli mes narines, se mêlant à celle de mon sang. La dernière chose que j'ai vue, avant que le lourd couvercle ne se referme, était la lumière crue de la clinique qui, éloignait. Une scène de théâtre macabre où j'avais joué le rôle du bouffon. Le claquement final a scellé mon tombeau. Dans le noir complet, secoué par les mouvements du véhicule, j'ai compris la nature de la justice qui m'attendait. Il n'y aurait pas de police, pas de sirène, pas de procès. Le Rabekayo, le corbillard, était ce coffre. Mon juge serait le patron du clan Yoda, et ma sentence serait prononcée dans une cave ou un garage abandonné. Les autorités qui prenaient le relais n'étaient pas celles de la République, mais celles, bien plus impitoyables, du milieu. Mon activité était terminée. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, je vous parle depuis ma cellule du centre pénitentiaire des Baumettes. Ma jambe droite, ils ne l'ont pas sauvée. On me l'a amputée sous le genou. Avant de me livrer à la police, le clan Yoda m'a gardé pendant des semaines, me faisant payer chaque seconde de mon arrogance. En prison, je suis un pointu, un paria. L'histoire de notre plan foireux s'est répandue comme une traînée de poudre, faisant de moi un exemple de ce qu'il ne faut jamais faire. Le Corse a survécu, bien sûr, grâce au talent du docteur Laurent. Avec notre chute et celle d'autres rivaux, il a consolidé son pouvoir et est devenu l'un des barons de la drogue les plus puissants de Marseille, contrôlant une partie du port. Il est au sommet de la chaîne alimentaire. Mes amis, Karim et Sofiane, ne sont que des noms gravés sur des pierres tombales que plus personne ne visite. Leur ambition est morte avec eux sur ce sol en linoléum. Et le docteur Laurent, il est devenu une légende, une entité presque mythique. On dit qu'il a quitté Marseille et qu'il opère maintenant depuis une clinique privée de luxe sur la Côte d'Azur, déguisée en spa. Il y traiterait des mafieux corses, des oligarques russes, le gratin du crime international. Il est resté l'ange de la mort, le seul homme capable de réunir des ennemis mortels dans la même salle d'attente, unis par leurs besoins de son expertise unique. Dans la cité, on apprend qu'il y a les keufs et les voleurs. C'est simple, binaire. Dans le crime, on apprend qu'il y a une hiérarchie. Mais ce que j'ai appris cette nuit-là, de la pire des manières, c'est qu'au-dessus de tout ça, il y a des règles, des institutions. Et je n'ai pas juste enfreint une règle. J'ai tiré sur l'institution elle-même. J'ai sous-estimé le prédateur silencieux qui se cachait derrière une façade de proie facile.